Le relevé de carte de crédit est arrivé un mardi matin, glissant dans ma boîte aux lettres comme un serpent se frayant un chemin vers le paradis. Je sirotais mon café au lait à la fenêtre de mon modeste appartement de Neuilly, regardant la lumière matinale danser sur la Seine au loin, lorsque j'ai entendu ce murmure caractéristique du papier sur le marbre. À 65 ans, on apprécie les rituels matinaux, la température précise du café, la façon dont la lumière du soleil accroche les grains de poussière, le rythme prévisible des factures et du courrier. Mais cette enveloppe était différente entre mes mains. Plus lourde. Plus importante. L'adresse de retour m'a coupé le souffle, Crédit Lyonnais Business Service. Un nom que je n'avais pas vu depuis près de 3 ans, depuis la fermeture de Moreau et Associates après le décès de Pierre. Mon défunt mari et moi avions créé ce cabinet de conseil à partir de rien, conseillant les marques de luxe sur leur expansion commerciale à travers l'Europe. Après les funérailles, après les innombrables formalités administratives et le creux des condoléances, j'avais simplement mis sous clé les dossiers professionnels et tenté d'oublier cette version de moi-même. Mais maintenant, apparemment, ce compte d'entreprise dormant était bel et bien vivant. Mes doigts tremblaient non pas à cause de l'âge, mais d'un sentiment croissant d'avoir tort tandis que je déchirais l'enveloppe. Le relevé se déroulait comme une feuille de route vers la catastrophe. Dépenses après dépenses, toutes plus effrontées les unes que les autres. Hermès, 2847 €. Louis Vuitton, 4321 €. Un week-end au Georges V, 3890 €. Bijoux Cartier, 8750 €. Les chiffres se confondaient jusqu'à ce que j'atteigne le résultat final, 73 248 € 19 centimes d'euros. 73 000 €. Sur une carte que je n'avais pas touchée depuis 3 ans. La tasse à café me glissa des mains et se brisa sur le parquet, mais je remarquai à peine le bruit. Mes yeux étaient fixés sur les lignes de signature, chaque achat autorisé par quelqu'un prétendant être moi, chaque signature une parodie de mon écriture soignée. Mais ce n'était pas ma signature. C'était proche, étrangement proche, mais les boucles étaient trop larges, les fioritures trop assurées. Quelqu'un s'était entraîné à signer mon nom. Je me suis affalé dans mon fauteuil en cuir, le fauteuil de Pierre, en fait, celui que j'avais gardé car il exhalait encore le léger parfum de son eau de Cologne et j'ai essayé de comprendre ce que je voyais. Qui avait accès à cette carte? Qui était au courant pour le compte professionnel inactif? La réponse m'est venue lentement, comme une photographie se développant en chambre noire, chaque détail apparaissant avec une clarté terrifiante. Il y a 3 mois, ma belle-fille Céline m'avait demandé d'emprunter ma carte de crédit personnel pour un petit cadeau qu'elle voulait offrir à Thomas pour sa promotion. Je la lui avais donnée avec joie, trop de joie, peut-être, désespérée que j'étais de me sentir inclus dans leur vie. Elle me l'avait rendue le lendemain avec de nombreux remerciements et une bouteille de vin onéreux. Mais elle avait passé des heures avec cette carte, des heures à la photographier, à mémoriser les numéros, pour découvrir, on ne sait comment, que j'avais d'autres comptes. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing. Pas seulement le vol, même si 73 000 € était déjà assez dévastateur, mais la trahison. Son caractère calculé. La façon dont elle m'avait souri au dîner du dimanche 2 semaines plus tôt, complimentant ma soupe aux lentilles tout en planifiant secrètement ma ruine financière. Mon téléphone vibra contre la table basse. Un texto de Thomas. « Maman, on ne peut pas préparer le dîner ce soir. Céline ne se sent pas bien. » La 4e annulation ce mois-ci. Des excuses plus élaborées les unes que les autres. Les maladies mystérieuses de Céline, les urgences professionnelles soudaines de Thomas, leur besoin de se concentrer sur leur petite famille, maintenant qu'elle était à nouveau enceinte. J'avais tout accepté avec la grâce attendue d'une belle-mère française, ravalant ma solitude et ma fierté. Mais maintenant, je comprenais. Ces dîners annulés n'avaient pas pour but de leur laisser de l'espace. Ils avaient pour but de donner à Céline le temps de dépenser mon argent. Je me dirigeai vers ma chambre, passant devant les photos alignées dans le couloir, Thomas enfant, souriant, les dents écartées, à l'objectif, Thomas à son mariage, Céline radieuse dans sa soie blanche, Thomas tenant la petite Amélie, ma petite fille, la lumière de mon monde de plus en plus sombre. Au fond de mon placard, derrière les robes noires que j'avais portées à trop d'enterrements, j'ai trouvé la boîte. Les dossiers professionnels de Pierre. Contrat de partenariat, statut, informations bancaires pour Moreau et associés. Je les avais conservés,
avec le vague pressentiment qu'il pourrait m'être utile un jour, même si je n'avais jamais imaginé de telles circonstances. Mes mains tremblaient en ouvrant le premier dossier, et soudain, je fus transporté 20 ans en arrière, à la femme que j'étais. Claire Moreau n'était pas une veuve endeuillée à l'époque. Elle avait été une figure incontournable du conseil en luxe, l'associée perspicace capable de repérer une opportunité de marché à 3 pays de distance. J'avais porté des costumes sur mesure et une serviette en cuir, dirigé des salles de conseil remplies d'hommes 2 fois plus grands que moi, et n'avais jamais douté une seule fois de ma place à la table. Cette femme avait bâti une entreprise valant des millions. Elle ne se serait jamais laissée réduire à des dîners du dimanche et à des visites annulées. La carte de crédit professionnel était à nos 2 noms, le mien et celui de Pierre, avec une pension alimentaire complète. Légalement, c'était toujours mon compte, toujours celui de mon entreprise, même si je l'avais laissé inactif. Ce qui signifiait que Céline ne m'avait pas seulement volé personnellement, mais avait commis une fraude d'entreprise. J'ai passé le reste de ce mardi à reconstituer les traces écrites. Chaque document racontait une histoire, et peu à peu, une image plus large a commencé à émerger. Le timing n'était pas fortuit. La frénésie de dépenses de Céline avait commencé exactement une semaine après que Thomas ait mentionné, lors d'un dîner chez eux, que j'avais été un peu distrait ces derniers temps. Rien de dramatique, juste des clés égarées, des noms oubliés, les adaptations normales du vieillissement. Mais elle avait saisi ces moments, les avait amplifiés, les avait transformés en récits de déclin. Ta mère semblait confuse en déposant Amélie hier, avait-elle dit à Thomas à m'apporter. Elle m'a demandé 3 fois si je lui avais donné à déjeuner. Maman a encore oublié d'éteindre sa cuisinière. Avait-elle rapporté, même si je me souvenais très bien l'avoir vérifié 2 fois avant de partir. De petites graines de doute, semées stratégiquement, destinées à faire douter mon fils de mes compétences. Et quand viendrait le moment d'intensifier son vol, ces graines fourniraient la couverture parfaite. Qui croirait la vieille femme désemparée plutôt que la belle fille inquiète? Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé à quel point mon esprit restait vif, à quel point mon approche pouvait être méthodique lorsqu'elle était bien motivée. 25 ans de mariage avec Pierre m'avaient appris que les meilleures décisions commerciales naissent d'une analyse froide et non d'une émotion brûlante. Et là, j'analysais la situation à fond. Mercredi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 3 ans. J'ai enfilé un de mes vieux tailleurs, un Chanel bleu marine, toujours impeccablement coupé, et j'ai pris le métro jusqu'au 8e arrondissement. L'immeuble du Crédit Lyonnais était exactement comme dans mes souvenirs, tout en verre, en acier et en assurance. Je franchissais ses portes non pas en veuve endeuillée ou en belle-mère licenciée, mais en Claire Moreau, PDG d'un cabinet de conseil confronté à un problème de 73 000 €. Le chargé de clientèle, un jeune homme au regard bienveillant et à l'énergie nerveuse, ouvrit mes dossiers avec une inquiétude croissante. Madame Moreau, je dois dire, un tel niveau d'activité après une si longue période d'inactivité, c'est assez inhabituel. C'est parce que c'est non autorisé, dis-je d'une voix imprégnée de l'autorité que je croyais avoir perdue à jamais. Chaque débit sur ce relevé est frauduleux. Il se pencha en avant, soudain très sérieux. Vous dites qu'il s'agit d'une usurpation d'identité? Je dis qu'il s'agit d'une fraude d'entreprise. Et je veux que chaque transaction soit examinée, chaque fournisseur contacté et chaque preuve préservée. Je glissai une lettre dactylographiée sur son bureau. Ceci est ma plainte officielle et je vous autorise à coopérer pleinement à toute enquête ultérieure. Les doigts de l'homme frôlèrent son clavier. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que frais frauduleux, ils peuvent être annulés. La mauvaise, c'est que quelqu'un a manifestement eu un accès étendu aux informations de votre compte. Avez-vous une idée de qui aurait pu? J'ai plusieurs idées, l'interrompis-je. Mais j'aurai besoin de documents. Copie des cartes de signature, détail des transactions, reçu des fournisseurs. Tout ce que vous pouvez fournir légalement. En sortant de cette banque, la mallette chargée de preuves, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Non pas la satisfaction mesquine d'avoir raison, mais la profonde confiance professionnelle que procure le fait d'avoir un pouvoir et de savoir exactement comment l'utiliser. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon, entouré de documents, à monter un dossier comme j'avais l'habitude d'élaborer des stratégies marketing, méthodiquement, minutieusement,
en prêtant attention à chaque détail qui pourrait compter plus tard. L'analyse de la signature à elle seule était accablante. Céline avait pratiqué mon écriture, mais elle avait manqué les points de pression subtils, le léger tremblement de mon « M » apparu après la mort de Pierre. N'importe quel expert judiciaire aurait immédiatement repéré les faux. Mais la véritable révélation est venue lorsque j'ai croisé les accusations avec les réseaux sociaux. Le compte Instagram de Céline, auquel je n'avais jamais prêté beaucoup d'attention, relatait une histoire de gâterie spectaculaire au cours des 3 derniers mois. Le sac à main Hermès, mis en avant dans un message, reconnaissant envers ma famille aimante. Le bracelet Cartier, scintillant sur un selfie pris depuis ce qui semblait être la terrasse de l'hôtel Georges V. Elle ne s'était pas contentée de me voler mon argent, elle l'avait affiché publiquement, posant avec mes euros volés comme des trophées. La dernière pièce s'est mise en place lorsque j'ai trouvé le numéro de téléphone de Thomas dans mon historique d'appels. 3 mois plus tôt, juste au moment où les dépenses avaient commencé, il m'avait appelé à 23 heures, la voix légèrement pâteuse, me disant « Prends bien soin de toi, maman, et veille à ce que tu n'aies plus à te soucier de rien. » J'avais supposé que c'était le vin qui parlait, peut-être le stress de sa promotion. Je réalisais maintenant que c'était le coaching de Céline, le préparant à des conversations sur mon prétendu déclin. Jeudi, une autre pièce du puzzle m'a été apportée par mon amie Martine lors d'un déjeuner dans notre café habituel de Saint-Germain. « Je voulais te demander, » dit-elle en remuant son café crème avec sa franchise habituelle, « si tout va bien avec Thomas ? Il semblait très inquiet pour toi quand je l'ai croisé au Monoprix la semaine dernière. » Ma fourchette s'arrêta à mi-chemin de ma bouche. « Inquiet comment ? » « Oh, tu sais, me demander si j'avais remarqué des changements chez toi, si tu semblais confus. Comment a-t-il employé ? Instable pendant nos déjeuners. Je lui ai dit que tu étais toujours aussi vif, mais il semblait très inquiet. C'est vraiment gentil, vraiment, de voir à quel point il se soucie de moi. La nourriture s'est réduite en cendres dans ma bouche. Thomas n'avait pas inventé ses inquiétudes tout seul. Céline l'avait systématiquement travaillé, construisant un argumentaire sur mon incompétence qui dépassait notre cercle familial. Combien de personnes avait-elle convaincu de surveiller les signes de mon déclin ? Combien de conversations avaient été semées de doutes sur mon état mental ? Mais tandis que j'étais assis là, à analyser cette nouvelle couche de manipulation, j'ai réalisé quelque chose d'important. Céline s'était tellement attachée à me dépeindre comme mentalement diminuée qu'elle avait oublié un détail crucial. Les personnes diminuées n'ont généralement pas accès aux cartes de crédit professionnelles à plafond élevé. Son avidité avait créé une incohérence logique dans son propre récit. Cet après-midi-là, j'ai passé un autre appel que je n'avais pas passé depuis des années. Maître Dubois ? Ici Claire Moreau. Oui, du cabinet Moreau et Associés. J'ai besoin de discuter de fraude en entreprise et j'ai besoin du meilleur avocat spécialisé en droit pénal des affaires que vous puissiez me recommander. L'avocate qu'il m'a mise en relation, maître Sophie Lévy, avait une intelligence vive qui me rappelait ma jeunesse. Nous nous sommes rencontrés dans son bureau du boulevard Saint-Germain, tout en bois sombre et en volume juridique relié en cuir, et j'ai exposé mon dossier avec la précision d'un chirurgien. L'avantage de la fraude en entreprise, expliqua-t-elle en étalant les documents sur son bureau en acajou, c'est qu'elle entraîne des sanctions bien plus lourdes qu'un simple vol. Il s'agit de poursuites fédérales, d'une peine de prison potentielle et d'une restitution obligatoire assortie de sanctions. Votre belle-fille ne vous a pas seulement volé, elle a commis un délit contre votre entreprise. Et mon fils ? Demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. S'il peut démontrer qu'il n'avait pas connaissance de la fraude, il devrait être protégé. Mais ce niveau de tromperie, ça va mettre à mal vos relations familiales. J'acquiesçai, acceptant ce que je commençais déjà à comprendre. Parfois, il faut tout casser avant de pouvoir reconstruire correctement. Vendredi soir, j'appelai Thomas. Non pas pour le confronter, ni pour porter des accusations, mais simplement pour l'inviter à dîner avec Céline dimanche. Nos repas de famille me manquent, lui dis-je, laissant transparaître dans ma voix juste assez de lassitude pour renforcer ce que Céline lui avait dit sur mon état d'esprit. Peut-être que Céline va mieux maintenant ? Il y eut un silence, une conversation étouffée en arrière-plan, puis, bien sûr, maman. Céline serait ravie de te voir. On apporte quelque chose ? Rien que vous, dis-je.
J'ai tout ce qu'il nous faut. Samedi, j'ai passé la matinée chez le fleuriste et le boucher, me préparant à ce qui serait soit une réconciliation, soit une réconciliation. J'ai cuisiné le plat préféré de Thomas. Un coq au vin avec la recette de ma grand-mère, celle que je lui avais apprise avant que Céline ne décide que j'étais trop instable pour qu'on me fasse confiance en cuisine sans surveillance. L'appartement s'emplit des riches odeurs de vin et d'herbes aromatiques, et pendant un instant, j'ai presque pu faire comme si c'était un dîner de famille comme les autres. Mais la mallette était prête sur la commode de ma chambre, pleine de preuves qui allaient tout changer. Ils arrivèrent à 7 heures précises, Thomas portant des fleurs, Céline radieuse dans ce que je reconnus maintenant comme une robe Louis Vuitton, une robe que je lui avais apparemment achetée. Elle m'embrassa sur les 2 joues avec une chaleur apparente, me complimenta sur l'odeur de la cuisine et s'installa dans mon salon comme si elle y était chez elle. « Tu es magnifique, maman, » dit Thomas, et j'entendis le soulagement dans sa voix. Quoique Céline lui ait dit, je n'étais clairement pas à la hauteur ce soir-là. Nous avons échangé quelques banalités pendant l'apéritif, la grossesse de Céline, le travail de Thomas, les progrès scolaires de la petite Amélie. Des conversations familiales normales, celles dont j'avais envie depuis des mois. Mais sous cette apparence agréable, je les observais toutes les deux, notant la façon dont le regard de Céline cataloguait mes affaires, la tension subtile dans les épaules de Thomas lorsque j'évoquais des souvenirs ou manifestais un quelconque signe de confusion. Pendant le dîner, j'ai commencé à mêler subtilement des allusions à des soucis financiers, conservant le rôle que Céline avait besoin que je joue. J'ai tellement peur de tout gérer correctement, dis-je en l'observant attentivement. Tous ces comptes que Pierre a laissés, parfois, je me demande si je ne devrais pas tout simplifier. Céline se pencha en avant, soudain intéressée. C'est probablement sage, belle maman. Ces choses peuvent être si accablantes quand on est, eh bien, quand on les gère seul. Tu pourrais peut-être m'aider à mieux les comprendre, ai-je continué, jouant parfaitement mon rôle. Tu es tellement doué pour les questions financières modernes. Tu pourrais peut-être consulter mes relevés, m'aider à tout organiser? Le regard échangé entre Thomas et Céline était électrique et plein de possibilités. C'était exactement l'ouverture qu'elle avait préparée depuis des mois. Bien sûr, a-t-elle dit en me tapotant la main. La famille est de la famille. Peut-être qu'après le dîner, je pourrais jeter un coup d'œil à ce qui te préoccupe? Après le repas, après que Thomas eut aidé à débarrasser la vaisselle avec la satisfaction domestique d'un fils qui croit que sa mère accepte enfin de l'aide, je me suis excusé pour aller chercher, ces papiers embrouillés, dans ma chambre. Je suis revenu avec la mallette. En fait, ai-je dit en la posant sur la table basse avec une précision délibérée, il n'y a qu'un seul problème financier qui me préoccupe. J'ouvris la mallette et en sortis le relevé de carte de crédit, le plaçant délicatement devant eux. Ça. Le silence s'étira comme une respiration retenue. Le visage de Céline passa rapidement par une série de micro-expressions. Confusion, reconnaissance, calcul, et enfin, défi. Je ne suis pas sûre de ce que tu nous montres, belle maman, dit-elle, mais sa voix avait perdu sa chaleur. 73 000 €, dis-je calmement. Débité sur ma carte de crédit professionnel ces 3 derniers mois. Pourrais-tu m'expliquer comment c'est arrivé? Thomas prit le relevé, le visage blême en parcourant les frais. Maman, il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, l'interrompis-je en sortant d'autres documents de la mallette. Voici les cartes de signature de chaque transaction. Tu as remarqué quelque chose de familier dans l'écriture, Céline? Elle se leva brusquement, les joues décolorées. C'est ridicule. Thomas, ta mère est clairement perplexe à propos de. À propos de quoi? Demandai-je d'une voix toujours parfaitement calme. À propos des publications Instagram vous montrant portant les bijoux payés par ses frais? À propos des reçus d'hôtel de votre escapade romantique au Georges V? À propos du sac Hermès que vous avez emporté au mariage de votre sœur le mois dernier? J'ai continué à sortir des documents, relevés bancaires, captures d'écran des réseaux sociaux, déclarations de témoins, analyses graphologiques. Chaque morceau de papier atterrissait sur la table basse comme une carte à jouer, préparant inévitablement une quinte royale. C'est une fraude d'entreprise, Céline. Pas seulement un vol, mais une fraude contre une entité commerciale. Les sanctions incluent des poursuites fédérales, une peine de prison et une restitution obligatoire avec intérêts et pénalités. J'ai finalement regardé Thomas droit dans les yeux,
voyant mon fils clairement pour la première fois depuis des mois. J'ai déjà déposé plainte auprès du Crédit Lyonnais et engagé un avocat pénaliste. La seule question maintenant est de savoir si l'affaire sera résolue en privé ou en public. Thomas resta silencieux, stupéfait, la déclaration toujours serrée dans ses mains. « Céline » dit-il finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle était piégée et elle le savait. La manipulation minutieuse, les mois de manipulation, la construction patiente de ma prétendue instabilité mentale, tout cela s'est effondré face à la présentation méthodique des preuves. Ce n'était pas la vieille femme désorientée sur laquelle elle comptait. C'était Claire Moreau, et Claire Moreau avait bâti sa carrière sur une préparation minutieuse à chaque négociation. C'était censé être un prêt, dit-elle finalement, le désespoir perçant dans sa voix. J'allais le rembourser avant que vous ne vous en rendiez compte. J'allais. Vous alliez me faire déclarer inapte, dis-je en sortant le dernier document de ma mallette. J'ai trouvé ça sur ton ordinateur portable, Céline. Un document de recherche sur les procédures de tutelle légale en France. Étape pour prouver l'incapacité mentale. Avocat spécialisé en droit des personnes âgées. Des recherches très approfondies pour quelqu'un qui comptait simplement me rembourser. Le document était accablant, un plan détaillé pour m'isoler progressivement, documenter les cas de prétendue confusion, et finalement demander une tutelle légale qui lui donnerait le contrôle de mes biens. Ce n'était pas seulement un vol. C'était une tentative de meurtre financier. Thomas se leva lentement, nous regardant tous les deux, sa femme et moi, comme s'il nous voyait tous les deux pour la première fois. Tu allais prendre le contrôle de son argent. Thomas, tu sais que ta mère a du mal à... Moi, je lutte contre la solitude, intervins-je. Pas par incompétence. Il y a une différence significative. Le silence qui suivit fut profond. Des années de manipulation se dénouant en temps réel. Le visage de Thomas passa par ses propres expressions, le choc, la douleur, la compréhension, et enfin, une colère froide que je n'avais jamais vue diriger contre sa femme auparavant. « Depuis combien de temps » demanda-t-il doucement à Céline. « Thomas, s'il te plaît, depuis combien de temps prépares-tu ça » Elle ne put répondre. Aucune réponse ne pouvait aggraver les choses. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre, regardant les lumières du soir se refléter sur la Seine. Derrière moi, j'entendais la voix de Thomas, basse et intense, poser des questions que je me posais depuis des mois. Quand les invitations à dîner avaient-elles cessé d'arriver? Pourquoi avait-elle insisté sur le fait que j'avais l'air confus? Pourquoi avait-elle eu besoin d'emprunter ma carte de crédit pour un simple cadeau? La conversation a continué pendant 1 heure, mais l'issue était inévitable. Céline n'avait aucune défense contre les preuves, aucune explication justifiant la trahison. Elle a accepté une restitution intégrale, chaque euro, plus les pénalités et les frais de justice sous peine de poursuite pénale. Elle rendrait tous les objets achetés avec l'argent volé. Elle signerait des aveux reconnaissant la fraude. Plus important encore, elle disparaîtrait complètement de ma vie. Après son départ, pas de baiser d'adieu, pas de fausses promesses, juste le claquement sec de talons de luxe sur le marbre. Thomas et moi nous sommes assis dans le silence de mon salon, entourés des débris de notre famille démantelée. « Je suis désolé, maman, » a-t-il finalement dit. « J'aurais dû le voir. J'aurais dû te protéger. » « Tu ne pouvais pas savoir, » ai-je répondu, même si nous comprenions tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. Il aurait pu écouter plus attentivement, se fier à son instinct quant à mes compétences, se demander pourquoi sa femme semblait si investie dans la documentation de mon prétendu déclin. « Et maintenant » a-t-il demandé. J'ai regardé mon appartement soudain trop petit, trop chargé de souvenirs de déchéance et de chagrin. Maintenant, je me souviens qui je suis. Le divorce a été rapide et décisif. Thomas, armé des preuves de la tromperie systématique de Céline, avait des motifs pour une séparation immédiate. Elle s'est battue, bien sûr, exigeant une pension alimentaire et la garde partagée, mais sa position a été fatalement compromise par la condamnation pour fraude qui a suivi. On ne peut pas prétendre être une mère digne de ce nom lorsqu'on est poursuivi au niveau fédéral pour crimes financiers. L'argent a été récupéré, chaque euro, plus les dommages et intérêts, plus mes frais d'avocat. Mais plus important encore, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais, le sentiment de mon propre pouvoir. 2 mois après ce dîner, j'ai vendu l'appartement de Neuilly.
Trop de fantômes, trop de souvenirs de m'être réduite au minimum pour me conformer aux attentes des autres. Au lieu de cela, j'ai acheté un appartement lumineux au bord de l'eau dans le 16e arrondissement, avec des baies vitrées et une terrasse donnant sur le bois de Boulogne. Mes premiers visiteurs furent Thomas et Amélie, ma petite fille courant dans les pièces vides avec la joie pure de l'enfance tandis que Thomas m'aidait à ranger les meubles. « C'est magnifique, maman, dit-il, debout à côté de moi sur la terrasse tandis que nous regardions le soleil se coucher sur Paris. Tu as l'air différente ici. Je me sens différente, ai-je admis. Redevenue moi-même. J'avais recommencé à faire du conseil, pas à temps plein, mais suffisamment pour me souvenir de la satisfaction d'une réflexion stratégique et de négociations réussies. Les marques de luxe avaient toujours besoin d'analyse de marché et valorisaient toujours le recul acquis grâce à des décennies d'expérience. Claire Moreau, il s'est avéré, n'avait jamais vraiment pris sa retraite. J'ai rejoint un club de lecture, commencé à suivre des cours d'art, organisé des dîners pour des amis que j'avais négligés pendant mes années de petitesse volontaire. L'appartement était rempli de rires et de conversations, empreint de l'énergie d'une vie pleinement vécue plutôt que soigneusement minimisée. Thomas venait régulièrement lui rendre visite, emmenant souvent Amélie en week-end. Nous cuisinions ensemble, nous promenions dans le bois, parlions de tout et de rien avec cette complicité qui lui avait fait si longtemps défaut. Il avait appris à me voir clairement non pas comme une veuve fragile à gérer, mais comme sa mère, complexe, compétente et digne de respect. Par une fraîche matinée d'octobre, 6 mois après ce dîner révélateur, je me tenais sur ma terrasse avec mon café matinal, observant les joggeurs emprunter les sentiers en contrebas. Mon téléphone vibra, un texto de Thomas. « On déjeune aujourd'hui ? Amélie veut te montrer son nouveau tableau. » Je répondis rapidement, « Bien sûr. Je ferai cette tarte au citron qu'elle adore. » En posant le téléphone, j'aperçus mon reflet dans la porte de la terrasse en cheveux argentés soigneusement coiffés, posture droite, yeux brillants d'une détermination sans faille. La femme qui me regardait portait son âge comme une veste bien taillée, avec élégance, assurance, sans complexe. Céline avait tenté de me voler mon argent, ma dignité, ma place dans la vie de mon fils. Elle avait presque réussi à me convaincre que j'étais diminuée, désemparée, incapable de gérer mes propres affaires. Mais sa plus grande erreur avait été de sous-estimer à quel point je pouvais être formidable avec une motivation adéquate. J'avais survécu à la mort de mon mari, bâti et reconstruit une entreprise, élevé un fils qui était devenu un homme bien malgré ses manques de jugement temporaire. J'avais appris qu'être sous-estimé peut être une forme de pouvoir, que la compétence discrète est souvent plus efficace que de bruyantes demandes de reconnaissance. Le relevé de carte de crédit arrivé comme un serpent dans ma boîte aux lettres avait en fait été un cadeau, un signal d'alarme qui m'avait rappelé qui j'étais vraiment. Ni la veuve de Pierre, ni la mère vieillissante de Thomas, ni la victime facile de Céline, mais Claire Moreau. Consultante, femme d'affaires, survivante. À 65 ans, je ne faisais que commencer. Le soleil matinal montait plus haut sur Paris, peignant le bois de Vincennes de nuances d'or et d'ambre. J'ai terminé mon café, redressé les épaules et suis rentré pour commencer une nouvelle journée de la vie que j'avais retrouvée. Il y avait une tarte au citron à préparer, une petite fille à gâter et un avenir à construire, un avenir qui m'appartenait entièrement. Au loin, les cloches de l'église sonnaient l'heure, leur son résonnant à travers la ville comme une promesse. Le son du temps qui passe, certes, mais aussi celui du temps retrouvé. Le temps d'être pleinement, sans complexe, moi-même. Le reste, comme on dit, ne faisait que commencer.